Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que l'on n'a jamais abordé pour l'instant. Il s'agit de la danse en Égypte antique et c'est Céline Villarino qui en est spécialiste et qui est secrétaire de l'ADEC, l'association d'égyptologie Champollion à Grenoble, qui va nous en parler. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager. C'est parti, on l'écoute. Bonjour Céline. Bonjour Laetitia. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème dont on n'a absolument pas parlé jusqu'à présent. On a parlé de l'art, mais on n'a pas parlé de la danse. Et c'est ce dont vous allez nous parler. On peut commencer par déjà répondre à la question, est-ce qu'on a dansé à toutes les époques en Égypte antique? Apparemment oui, puisqu'en fait, dès l'époque nagadienne, c'est-à-dire au 4e millénaire, on aurait des représentations de gens faisant un acte chorégraphique, même si un certain nombre de spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord sur la question, puisque sur certaines représentations, nous voyons des personnages qui semblent sur les représentations plutôt des hommes, faire un geste de lever les bras, c'est-à-dire juste comme ça. Et donc, pendant très longtemps, on les a vraiment considérés comme des danseurs. On les retrouve sur tout support de cette époque, notamment sur la représentation de la tombe 100 de Hierakonpolis, qui, même si elle a disparu, il nous en reste, des reproductions. Et donc, nous voyons ces personnages généralement plutôt à côté de bateaux. On retrouve ces personnages sur le tissu de Ghibelline, qui se trouve au musée de Turin, toujours faisant le même geste, toujours à proximité de bateaux. Et aussi sur les vases décorés de cette époque. Et toujours aussi en lien apparemment avec les bateaux. Plus particulièrement depuis, je dirais, quelques années, on les considère peut-être plus comme des personnages faisant un geste de victoire, qui s'apparentent, je dirais, même à l'heure actuelle, quand on va à un match de foot et qu'on a l'équipe que l'on aime gagner, on lève les bras hauts en geste de victoire, donc ce serait ce même geste, mais qui pourrait tout à fait être aussi un geste chorégraphique, pourquoi pas une danse de victoire dès cette époque. C'est pas forcément que les hommes, puisqu'on a aussi de cette époque ce qu'on appelle les fameuses statuettes de Mamaria, dont un spécimen se trouve au musée de Brooklyn, qui fait exactement ce même geste, et donc homme ou femme ferait ce geste de danse en signe de victoire. Ensuite, on va passer à l'Ancien Empire, et là on va voir que les scènes de danse vont se multiplier, avec des scènes qui vont se diversifier, avec des danses qui vont vraiment montrer, je dirais, tout le corps en action. Et on va retrouver généralement ces scènes dans les mastabas, sur les parois donc, des chapelles, dans ce qu'on appelle les scènes de la vie quotidienne. Et au fil des époques, le nombre de représentations de danse va se multiplier et on va se rendre compte aussi que les gestes vont se complexifier. Et notamment, on peut voir des scènes de danse ou dans les tombes, souvent les tombes ébènes, donc là plus en relation avec le banquet funéraire, donc on sera plus sur des danses, je dirais presque lascives, et aussi sur des parois de temples, et là plus en lien avec les moments festifs, comme la belle fête de la vallée ou la fête d'Opet, où là on est plus par contre sur des représentations de danse quasiment acrobatiques. Est-ce que du coup on en retrouve encore près des bateaux ou pas? Alors, c'est moins lié maintenant, voire même plus du tout au bateau. On va danser pour différentes raisons, mais en tout cas, on a plus ce lien qui était vraiment lié donc, au phénomène fluvial, comme on voit ça à l'époque prédynastique. Non, plus du tout, ou quasiment plus du tout. Alors du coup, avant l'Ancien Empire, est-ce que, étant donné qu'on les trouve à côté de scènes de bateaux, est-ce que ça voudrait dire qu'ils participeraient à des expéditions ou qu'ils accueilleraient en fait des retours d'expéditions? Alors en fait, ces représentations de bateaux, on serait plus dans un univers non pas forcément d'expédition, mais plus dans un univers violent de guerre. Et peut-être même ça a été imaginé pour la tombe 100 de Hierakonpolis, une guerre ou en tout cas voilà, un combat entre des bateaux qui ressemblent apparemment plus à des représentations de bateaux de Basse-Égypte et d'autres de Haute-Égypte. Et donc ça serait pour ça qu'on serait plutôt dans un univers de victoire, puisque univers de combat avec un des deux partis qui finalement gagnerait je dirais, le combat, et donc ça serait dans ce sens-là où on aurait des danses qui seraient faites en l'honneur d'une des parties gagnantes.
Et est-ce qu'en l'occurrence, on aurait des connaissances de différence de type de danse, ou du moins de représentation, entre le sud, entre le sud de l'Égypte et le delta? Non, Non. en tout cas pas à ces époques-là. À ces époques-là, en fait, les seules représentations de danse, ce sont ces personnages, les bras levés au-dessus de la tête. Et en tout cas, on n'a pas forcément d'autres représentations de chorégraphie. Et après, quand on va arriver aux autres périodes, on ne va pas forcément faire non plus de différence entre ce qui va se passer dans le nord ou dans le sud. D'accord. Vous avez évoqué les chorégraphies, donc les mains levées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors en fait, on va remarquer qu'on a énormément de mouvements chorégraphiques différents, et je parle bien de chorégraphie. Voilà, on peut vraiment se dire que il y avait vraiment toute une recherche de pas qu'on allait faire pour tel ou tel événement. Dès l'Ancien Empire, on fait presque la différence entre 10 mouvements chorégraphiques différents. Et là, ça va plus être simplement les bras levés, on va vraiment avoir toute une chorégraphie qui va mettre en scène autant les bras que les jambes, avec des chorégraphies qui vont être plus ou moins complexes, plus ou moins calmes ou lentes, ou plus ou moins, je dirais, acrobatiques, voire totalement énergiques. Et est-ce qu'il semble avoir des différences justement dans ce genre de chorégraphie en fonction des contextes? Je ne sais pas, par exemple, des représentations avec des fonctionnaires ou des rois, ou des contextes comment dire, moins haut élevés, je vais me permettre. Je peux pas dire ça, parce qu'en fait, chaque fois qu'on a des représentations, ce sont soit dans les tombes des dignitaires, soit dans les temples divins. Donc on peut pas dire voilà, qu'on va avoir une différence concernant le statut de la personne. Ces danses vont être identiques, voilà, d'un statut plus ou moins élevé ou pas. Après, dans le contexte dans lequel sont faites ces danses, ce sont toujours des contextes qui vont être soit liés à un contexte funéraire, soit liés à un contexte divin. En fait, on n'a pas de représentation en tant que telle de danse dans un contexte qu'on pourrait qualifier de profane. C'est toujours dans un contexte sacré. Et est-ce qu'il y a des différences de type de chorégraphie entre les danseurs et les danseuses? Alors, oui. Il peut y avoir des différences de chorégraphie entre les danseurs et les danseuses, puisque, en fait, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas seulement les femmes qui dansent. On a des hommes qui vont danser, même si on a plus de représentation, néanmoins, de femmes à toutes les époques. Et le contexte, chaque fois, va être assez particulier. Et les femmes vont souvent être représentées soit dans une danse qui va être extrêmement expressive, soit dans une danse qui va être, pour les banquets funéraires, voilà, on a des femmes qui vont être généralement nues, qui vont faire des danses qui vont stimuler les sens, on peut dire les choses de cette manière-là. Donc, moi j'appelle ça des danses plutôt, voilà, un peu lascives, érotisantes. Et alors que les hommes, eux, vont être dans des danses qui vont être plutôt rythmées, cadencées, voire on a aussi des danses particulières pour les hommes qu'on appelle en fait la danse au bâton. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir des danseurs qui sont face à face, qui tiennent des bâtons et qui vont faire comme des joutes, qui en fait est l'ancêtre de ce qui existe encore en Égypte contemporaine, qui s'appelle le tartib. Donc en fait c'est voilà, une danse qu'on pourrait presque lier, même si c'est voilà, on tire vraiment les cheveux très très loin, à la capoeira, puisqu'en fait ça va être une danse d'entraînement pour les soldats, entre autres. Donc ça va être une danse musclée. Est-ce qu'on a des types de danseurs et de danseuses, différents corps de métier, entre guillemets, différents termes de spécialisation de danseurs ou de danseuses? Alors apparemment, oui. On aurait des références à des groupements en fait de danseurs ou de danseuses qui sont dans ce cas-là généralement liés à un temple, un peu comme les chanteuses finalement, qui se trouvent dans un lieu qu'on appelle souvent la Khénéret, c'est-à-dire un lieu clos, dans lequel elles vont sans doute on peut les considérer comme des danseuses quasiment professionnelles et qui vont danser en l'honneur d'eux. Donc généralement en l'honneur d'une divinité.
Et ça, apparemment, on a des mentions de ce genre de groupement de danseuses dès l'Ancien Empire. Et est-ce qu'on a également des danses particulières concernant les hommes? Alors, oui, notamment des danseurs qui sont toujours liés au contexte funéraire, qu'on appelle les danseurs mou, qui sont des danseurs pour qui j'ai une affection très particulière et que j'ai beaucoup étudié à un moment donné de ma vie. En fait, ce sont des danseurs qu'on va retrouver presque à toutes les périodes. Les premières attestations datent de la fin de la 5e dynastie et on va les retrouver jusqu'à la 18e dynastie. Ils font une danse funéraire, c'est-à-dire que dès l'Ancien Empire, ces danseurs mou vont venir accueillir le défunt dans la nécropole et en fait, leur danse va, leur donner l'autorisation d'entrer dans le domaine sacré et quelque part, ils vont marquer le passage entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Ils font une danse particulière qu'on appelle la rebet mou, et ce mot rebet, généralement, est utilisé pour une danse qui va être rythmée, qui va être cadencée, et qui souvent ressemble à une espèce de saut. Donc, en fait, ils font une danse qui est extrêmement rythmée, et aussi, en dehors de, je dirais, cette danse particulière, à certaines époques, ils vont faire un geste très particulier, c'est-à-dire qu'ils vont pointer 3 doigts vers le sol, le pouce, l'index et le majeur, repliant les 2 autres. Et en fait, c'est un geste de protection magique, c'est-à-dire qu'ils vont protéger par ce geste le chemin que le catafalque va emprunter. Puisque ces danseurs, ils font quoi? Ils vont vers le catafalque par leur saut, leur démarche rythmée et cadencée. Et donc, par ce geste et par ce saut, ils accueillent, ils protègent et en même temps, ils permettent aux défunts de pouvoir entrer dans la nécropole. D'accord. Est-ce qu'on pourrait juste expliquer ce qu'est le catafalque? Alors, le catafalque, en fait, c'est, on va dire, le traîneau ou lit funéraire sur lequel est posé le sarcophage, le cercueil, et qui va être généralement tiré par des bœufs et qui vont être amenés jusqu'à l'entrée de la nécropole. En fait, ça fait partie de tout le cortège funéraire. Voilà. Et donc, on a le cortège funéraire qui va arriver, les mots qui vont arriver de l'autre côté et qui vont venir les accueillir par donc ce pas de danse très particulier. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ce sont des danseurs qui peuvent à la fois être considérés comme des gardiens de nécropole. Pourquoi? Parce que leur représentation aussi a évolué, bien entendu, entre l'Ancien et le Nouvel Empire. À l'Ancien Empire, on va essentiellement les voir arriver avec un pas cadencé et puis en faisant ce geste de protection. Et puis à partir du Nouvel Empire, on va avoir 2 représentations très différentes des danseurs mou. On va les avoir dans une espèce de pavillon dans lequel ils vont être en position stationnaire, généralement représentée par paire. Et ensuite, cette paire, on va la retrouver un petit peu plus loin, où ces 2 danseurs vont se retrouver face à face et faisant donc ce saut cadencé, cette rébête mou. Et donc là, ils vont être comme les passeurs dans l'autre monde. Donc ils sont à la fois gardiens de nécropole et à la fois passeurs dans l'autre monde, les accueillant et leur permettant de rentrer dans ce lieu particulier et sacralisé. D'accord. Et est-ce qu'on a une... donc on a parlé de la multiplication des scènes et puis entre l'Ancien Empire et le Moyen Empire, avant l'Ancien Empire et l'Ancien Empire. Est-ce qu'on a une multiplication entre le Moyen Empire et le Nouvel Empire ou pas trop? Et si oui, est-ce que les scènes changent ou pas trop? Voilà. En fait, on va avoir les scènes qui vont vraiment changer entre les débuts de période et les fins de période. On a beaucoup de scènes différentes à l'Ancien Empire et à partir du Moyen Empire et du Nouvel Empire, on a des scènes qui vont être conservées, on a des scènes aussi qui vont disparaître et on va s'apercevoir qu'on va avoir moins de danses, mais des danses beaucoup plus complexes. Et au Nouvel Empire, par exemple, on va vraiment avoir 2 catégories de scènes. Si on se trouve dans les tombes, on va plutôt avoir des scènes liées au banquet funéraire, donc avec ces femmes plutôt nues, mais aussi parées de bijoux, de longs cheveux, qui vont être donc dans cette espèce de danse érotisante.
si on peut dire les choses de cette manière-là. Et puis on va avoir des scènes qu'on va plutôt retrouver sur les parois de temples, liées là plus avec une rencontre avec le divin dans le cadre de fêtes, et là ça va être des danses extrêmement acrobatiques. Donc on a vraiment des différences de scènes entre l'Ancien Empire et puis le Nouvel Empire. Voilà. Et avec vraiment une différence entre ce qu'on trouve dans le domaine funéraire et ce qu'on trouve dans le domaine divin. Très bien, on est arrivé au bout. Merci beaucoup d'avoir participé à ces entretiens, à cette série d'entretiens. Merci à vous. Et de parler de la danse. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée.